ouvrage. Alors d'abord, et ce ne sont pas, si vous voulez, des remerciements formels, je voudrais vous dire combien je suis heureuse d'être ici ce soir avec vous, Madame la Présidente, et puis avec vous tous, chers amis, pour entamer, au fond, cette conversation, et d'ailleurs, sur au fond, ce que vous avez, comme vous le dites, la figure moderne du pouvoir, et je dois vous avouer tout de suite, je passe aux aveux, j'ai fait un lapsus quand j'ai... au fond, j'étais très heureuse de cet exercice imposé, à propos évidemment de la publication de ce livre, mais j'ai lu, vous voyez, j'ai lu les figures modernes du pouvoir. Et alors, je me rends compte que au fond, ce lapsus avait pour sens, en vérité, de prendre un peu de recul et de me faire revenir, vous voyez, vers ces années 60, qui sont les années de ma formation, où évidemment le magistère de Jacques Lacan, je vais vous en dire un petit mot, a été si prégnant sur des gens comme moi qui ne sont pourtant pas devenus des analystes, qui ont suivi un tout autre chemin. Et au fond, je suis partie de là. Je me suis dit, mais au fond, les figures modernes du pouvoir, comment on traitait cette question dans ces années-là? Voilà, c'était ça mon point de départ. Et car dans ces décennies qui nous précèdent, ça fait un peu de temps maintenant, eh bien, en vérité, il y avait une interrogation très importante sur le pouvoir et qui portait sur quoi? Alors, on peut dire qu'il y a trois objets qui étaient dans l'air, la politique, l'État et le prince. Et alors, le prince, et je dirais que les deux figures culminantes, hein, je fais un peu, si vous voulez, de retour en arrière, eh bien, qui était recherché, étudié à cette époque-là, c'était l'État, d'une manière tout à fait critique. Et d'ailleurs, dans cette voie, également l'ouvrage qui s'est imposé, qui résume un peu toute la période, c'était l'ouvrage de Pierre Clastres, vous savez, La société contre l'État. C'était une vision tout à fait critique de l'État qui réunissait Marx et les libertaires. Un Marx libertarien, n'est-ce pas, l'État, comme, si vous voulez, quelque chose qui oppresse, n'est-ce pas, la société civile, d'un côté, et de l'autre côté, l'autre figure qui a été étudiée, le prince. Et là, je dirais que c'est-à-dire le prince du côté de Machiavel. C'est pour ça que l'ouvrage qui résumait l'idée générale, ça a été celui de Claude Lefort, vous savez, dans le travail de l'œuvre Machiavel. Et pourquoi cet intérêt à cette époque-là, à la fois critique vis-à-vis de l'État, pas le plus froid de tous les monstres froids, comme disait Nietzsche, le parasite qui bouge toutes les portes de la société, comme disait Marx, d'un côté, et puis une certaine réhabilitation du prince du côté de Machiavel. Et bien tout simplement parce que c'était l'époque, évidemment, de Staline et de Gaulle, n'est-ce pas, et que il y avait cet équilibre, vous voyez, cette harmonie bizarre, cet équilibre entre une critique dévastatrice de l'État et une critique et une certaine, n'est-ce pas, une certaine apologie, et même une apologie certaine du prince. Et alors, qu'y avait-il au fond dans cette formation? Vous voyez, c'était comme ça qu'on appréhendait la figure du pouvoir moderne. Eh bien, d'abord certainement une reconduction de quelque chose que j'aime beaucoup et que je pense nous sommes nombreux à aimer, c'est-à-dire au fond la conception romantique française du pouvoir. Vous voyez, celle qui a uni des gens comme Victor Hugo et Alexandre Dumas, et qui faisait une ligne, si vous voulez, ininterrompue de Robespierre à Bonaparte. Ça, c'est donc pour le prince, n'est-ce pas? Pour le prince, qui est donc cette conception du pouvoir, n'est-ce pas, qui conduit à un prince moderne, était relégitimée. Mais aussi, et alors là, je serais évidemment beaucoup plus retenue dans mon approbation, ce que j'appellerais, si vous voulez, la monstrueuse philosophie allemande, n'est-ce pas? Le sommeil de la raison engendre des monstres, qui, elle aussi, avait l'idée du prince, mais sous la forme du Führer, n'est-ce pas? Et alors, bref, le 19e siècle, au fond, on peut dire que dans cette conception, cette approche du pouvoir, la figure du pouvoir, le 19e siècle français et le 19e siècle allemand s'étaient préservés. Et donc,
en vérité, la théorie du pouvoir, et là je reviens sur la période de ma formation, la théorie du pouvoir qu'avait imposée donc, la philosophie dominante du XIXe siècle, c'est-à-dire à la fois celle de la révolution sociale et de la révolution conservatrice, n'était pas véritablement remise en cause. C'est à travers cette conception large qu'a été appréhendé le pouvoir. Et à savoir, eh bien, tout simplement, pour résumer les choses, que le pouvoir, c'est et ce n'est que la force. Alors, dans l'anthropologie, ça donnait, au fond, l'idée du rapport, n'est-ce pas, du maître et de l'esclave. C'est pourquoi la lutte du maître et de l'esclave de Hegel passait pour un paradigme, un fondement aussi fondamental. Ça donnait aussi sur le plan de l'État que tout État est nécessairement un empire, comme le disent aujourd'hui Anthony Negri et Michel Hart, n'est-ce pas, et une conception machiavélienne du prince. Et donc, et c'est pourquoi, vous voyez, là, en vous écoutant, vous savez, on associe toujours librement quand on écoute quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Je me rends compte de ce qu'a été l'intelligence au laser de Lacan. Parce que Lacan, vous savez, à la fin de 68, c'est une chose qui est très connue, dont vous avez tous entendu parler, a dit aux jeunes gens que nous étions, n'est-ce pas, dans un amphi de droit, je n'y étais pas, mais ça a couru tout le quartier latin, vous êtes à la recherche d'un maître. Et il nous a renvoyé, au fond, le discours sur la figure du pouvoir auquel nous étions tous suspendus, comme ce que vous venez de dire, le discours du maître. Et c'était ça. Il n'y avait pas d'autre discours sur le pouvoir que le discours du maître. Et donc, il y avait cette idée que, si vous voulez, au fond, tout État est un empire, tout prince est nécessairement un seigneur de la guerre, et que, pour le dire autrement, que la puissance est toujours de type despotique, n'est-ce pas, puisque le maître impérial. Et donc le pouvoir est et n'est que le pouvoir du maître, il n'y a que de l'empire. Alors, voilà, ça c'était au fond l'horizon, n'est-ce pas, de ces années 60. Comment cet horizon a-t-il été dérangé? Parce que bon, c'est ça qui s'est passé, il a été décalé, il a été dérangé. Je dirais, c'est pas tout à fait sur le même plan, qu'il y a eu, si vous voulez, d'abord un événement, plus exactement un double événement. Le premier événement qui a dérangé, qui dérangeait, et surtout quand il s'est reproduit une seconde fois, qui a vraiment fissuré cette conception de la figure du pouvoir, eh bien, c'est au fond la victoire, si vous voulez, des démocraties en 1945 contre les États, si vous voulez, contre l'État nazi ou contre l'État nazi. Quelle était la leçon qu'on devait tirer immédiatement, enfin, qui n'a été tirée que bien plus tard? Tous les États ne se valent pas. Alors qu'il n'y avait qu'un seul type d'État, dans ce qu'on nous enseignait dans notre jeunesse, qu'un seul type de pouvoir, et que l'État était nécessairement une chose mauvaise. Ce qui a été perçu, n'est-ce pas, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça. Tous les États ne se valent pas, les démocraties, comme disait Churchill, n'est-ce pas, le pire des régimes à l'exception de tous les autres, c'est quand même quelque chose qui est meilleur pour l'émancipation et la liberté humaine que les États despotiques, l'État nazi. Première chose. Et puis, je dirais que cet éclair azuré qui a percé cette conception que tout pouvoir est nécessairement le pouvoir de la force, s'est reproduite une seconde fois avec la chute du mur de Berlin. Après la chute du nazisme, la chute du communisme soviétique, qui a évidemment, si vous voulez, donné à penser que, là encore, vous voyez la lutte, n'est-ce pas, entre la Pologne et la Russie, tous les États ne se valent pas. Et personnellement, certainement, l'acharnement que j'ai mis à réfléchir à cette généalogie de l'État, à opposer l'État de droit et les États despotiques, eh bien, je pense que c'est un effet différé de cette prise de conscience qui a été la nôtre. Alors, le deuxième élément, mais je ne le mets pas tout à fait sur le même plan, eh bien, c'est, si vous voulez, le deuxième élément, parce qu'il est beaucoup plus récent et qui nous concerne tous aujourd'hui, c'est l'interrogation qui a saisi l'Europe, le monde européen,
sur le destin et l'avenir de la démocratie, sur la démocratie à partir de la mondialisation. Une interrogation sur la démocratie et la République. Alors je dis c'est peut-être sur le même plan parce que à partir de cette interrogation sur la démocratie, qui est au cœur, par exemple, c'est des commentaires que nous faisons sur le printemps arabe, et qui a commencé après la chute, évidemment, du mur de Berlin, avec la fameuse proclamation que tout le monde connaît de Francis Fukuyama, expliquant que finalement l'histoire était finie, comme l'avait dit Eliot, puisque tout le monde était pour la démocratie. On voit bien qu'aujourd'hui, elle est moins assurée elle est moins assurée dans la solution qu'elle propose, parce que il y a eu comme un tremblement né au fond d'une méconnaissance ou d'une connaissance insuffisante de la philosophie politique. Et en particulier, j'ouvre tout de suite une parenthèse, mais je vais y revenir pour dire que lorsque nous parlons de la démocratie, n'est-ce pas, de l'avenir de la démocratie, eh bien en fait, nous utilisons un vocabulaire un peu imprécis, car en fait nous parlons de la République démocratique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et alors, donc, voilà, après ces deux expériences, n'est-ce pas, la grande expérience de la Seconde Guerre mondiale et disons de la chute de ce qu'on appelle, j'utiliserai ce terme, faute de mieux, les États totalitaires ou les États dictatoriaux d'une part, l'interrogation sur l'avenir de la démocratie est bien quelque chose qui était né déjà, si vous voulez, dans le sillage de la montée du nazisme, à savoir les retrouvailles, l'essor, le redéploiement de la philosophie politique, dont il faut bien dire, n'est-ce pas, des gens comme Léo Strauss et Hannah Arendt, c'est-à-dire ces juifs allemands qui avaient été chassés de leur pays, ont été des éléments moteurs, s'était développé petit à petit pour essayer au fond, de retrouver une autre conception, n'est-ce pas, du pouvoir et de la politique que celle que j'ai dessinée, une autre idée. Alors, pourquoi ni Léo Strauss, ni Hannah Arendt et les leurs, Isaiah Berlin et d'autres, n'ont eu véritablement une influence? C'est une question dont je ne parlerai pas aujourd'hui. D'abord, je dirais, ils étaient, au fond, sur notre génération en particulier, ils étaient, au fond, à la fois trop conservateurs, et surtout trop déconnectés dans leur déception formidable vis-à-vis de la démocratie, du développement démocratique. Vous savez que, bon, si on pouvait définir ce qui les réunit, eh bien, c'est une sorte de retour aux anciens, à un modèle de la République antique, si vous voulez, une critique du monde moderne, n'est-ce pas, un congé donné au développement politique moderne. Donc, voilà, alors, voilà d'où nous venons, si vous voulez, d'où nous venons, et pourquoi, n'est-ce pas, personnellement, je me suis engagée très jeune dans une réflexion, et je pense qu'elle vient de la Seconde Guerre mondiale, et je suis née en décembre 1943. Certainement, c'est une chose qui a dû diffuser, infuser longuement. Eh bien, je me suis intéressée à la généalogie de l'État moderne, de la République moderne. Et je dois dire que, donc, et c'est ce que je fais, c'est ce que je recherche dans cet ouvrage qui est consacré à la naissance de la République des Provinces-Unies. Mais, donc, si vous voulez, alors, d'abord, et c'est encore un préliminaire, pardonnez-moi, avant de venir à cette figure moderne du pouvoir telle que j'ai pu la découvrir dans la République et le prince moderne, eh bien, je dirais que l'une des premières choses que, pour ma part, j'ai retrouvées dans la tradition de la philosophie politique classique, c'est une machine de destruction, n'est-ce pas, de cette idée que tout pouvoir est nécessairement de la force. N'est-ce pas ? Car la caractéristique de la philosophie politique classique, qui prend son origine chez Aristote, mais telle qu'elle s'est déployée en particulier dans la philosophie moderne, chez Hobbes, chez
avant Hobbes chez Bodin, chez Hobbes, chez Spinoza, chez Locke jusqu'à Kant, eh bien, c'est qu'une opposition fondamentale y est tracée entre le pouvoir républicain, le pouvoir dans une république, et le pouvoir dans un empire ou dans un état despotique. Et cette distinction est extrêmement ancienne parce qu'en vérité, elle procède d'Aristote. Et je me permets de m'y arrêter une seconde parce que, vous allez voir, elle est très éclairante pour les problèmes que nous avons à traiter aujourd'hui. Dans le livre 1 de la politique, Aristote, avec l'audace qui caractérise tous les philosophes grecs, dit une chose inouïe et étonnante. Il dit, oui, bien sûr, les humains, dans leur lien de cité, n'est-ce pas, dans leur lien de société, connaissent des tas de configurations possibles. Mais en vérité, il n'y en a que deux. Si on réfléchit bien, il n'y a que deux types fondamentaux. Il y a le lien de cité républicain, où on a en vue l'intérêt général et l'autorité s'exerce par la loi sur les hommes libres et égaux, d'un côté, et de l'autre, son antagonique, c'est le lien de cité de type despotique, où on a en vue l'intérêt privé et où l'autorité s'exerce par la force sur des individus assujettis. Aristote dit cela, et pour lui, évidemment, le lien de cité de type républicain politique, pour les politeia, ça veut dire la République, vous savez que les Romains, les Latins ont traduit politeia par res publica. Eh bien, dit-il, c'est conforme à la nature humaine, c'est quelque chose qui permet le euzen, la bonne vie, la vie bonne, le bonheur, tandis que le lien de type despotique, c'est contraire à la nature humaine et ça produit des quantités de malheur. Ayant dit cela, alors, cette distinction entre le pouvoir dans une république et le pouvoir dans un état despotique ou dans un empire, elle a été reproduite quasiment à l'identique, j'ai donné dans Philosophie de la République tous les textes, par toute la philosophie politique moderne, n'est-ce pas, de Bodin à Kant, cette distinction, cette opposition entre un pouvoir de type républicain et un pouvoir de type despotique ou impérial. Les modernes disent l'empire parce qu'ils ont en tête les empires modernes, j'y reviendrai, eh bien on la retrouve absolument inchangée. J'ajoute une chose qui est également intéressante, qui nous vient d'Aristote, c'est qu'Aristote dit, mais une fois qu'on a défini ça, on n'a pas du tout épuisé le problème de la politique. Car, dit-il, il faut encore, reste encore à traiter la question du gouvernement, c'est-à-dire de savoir à qui l'on confie l'autorité. Si on confie l'autorité à un seul, nous avons un gouvernement monarchique. Si on confie l'autorité au meilleur ou au petit nombre, on a un gouvernement aristocratique ou oligarchique. Si on confie l'autorité au peuple, on a un gouvernement démocratique. Mais la question du gouvernement, c'est-à-dire qui détient l'autorité, n'est pas la même que celle du lien de cité. Il fait cette distinction qui est absolument fondamentale. Et cette distinction fondamentale, je la pose, je vous demande, si vous voulez, de l'encaserner, parce qu'elle va nous, vous allez voir, elle va nous resservir, elle va me resservir. Alors, eh bien, donc, elle va nous resservir, pourquoi? Parce que les modernes, qui, au fond, sortent du lien de cité pour s'occuper au fond, des problèmes de l'État, des problèmes du droit politique de l'État, eh bien, on retranscrit cette distinction entre, si vous voulez, république et société despotique dans l'opposition entre État de droit et État despotique. Ils l'ont transcrit dans l'État. Et donc, si vous voulez, c'est dans l'investigation. Alors, voilà. Et j'en viens maintenant, après, au fond, c'est trop long, préliminaire au sujet lui-même, c'est-à-dire la recherche aujourd'hui de la figure moderne du pouvoir. Eh bien, la recherche aujourd'hui de la figure moderne du pouvoir, pour ceux qui se sont intéressés à cette question, elle s'est inscrite dans, au fond, une recherche sur la généalogie de la République, et qui a repris à nouveau frais cette question, et de manière différente de celle des années 60, de la figure moderne du pouvoir, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que le pouvoir dans une république?